Je m'appelle Claudette Jones, et pendant des années ma vie a été un livre fermé pour mon fils unique, Damien. Il ne me connaissait qu'à travers les histoires amères que son père racontait et le surnom empoisonné qu'il m'avait donné, la femme misérable. Pendant longtemps, j'ai porté ce nom comme des chaînes, les traînant à chaque pas que je faisais. Mais ce que Damien ignorait, c'est que la femme qu'il croyait brisée, oubliée et rejetée était ressuscitée de ses cendres. Et quand sa voix a enfin retrouvé mon oreille après des décennies de silence, ce n'était pas pour réparer un lien. C'était pour me blesser plus profondément. L'appel est arrivé un après-midi tranquille. J'étais assise dans mon bureau, une pièce remplie de registres, d'actes de propriété et de documents qui témoignaient de l'empire que j'avais bâti en secret. Mon téléphone a sonné, l'écran affichant un numéro que je ne reconnaissais pas. Quelque chose en moi, peut-être le tremblement dans l'air, peut-être le lien du sang que l'on ne peut jamais rompre, m'a fait répondre. Claudette, dit d'abord la voix, comme si elle tournait le couteau en refusant de m'appeler mère. Je me suis raidi. La voix avait changé depuis la dernière fois que je l'avais entendue quand il était enfant, mais je l'aurais reconnu n'importe où. C'est Damien. Pendant une seconde, le monde s'est arrêté. Je n'avais pas entendu la voix de mon fils depuis plus de 20 ans. Pas pendant les anniversaires. Pas pendant les années que j'avais passées à me relever de rien. Pas pendant les nuits où je pleurais dans un oreiller, me demandant s'il se souvenait même du son de mon rire. Maintenant, il était là, brisant le silence comme si le temps n'avait pas passé. Je me marie, dit-il sèchement. Ces mots n'exprimaient aucune chaleur, aucune hésitation. Bien sûr, tu voudras être là. Mon cœur se serra, non pas à cause de l'invitation elle-même, mais à cause du ton. J'ai attendu, puis le ricanement que je savais venir s'est insinué à travers la ligne. J'aurai enfin l'occasion de montrer à tout le monde ce que je leur ai dit sur toi. La femme misérable. Tu seras assise là, dans tes haillons, et ils te verront tel que tu es vraiment. Pendant un instant, j'ai laissé ces mots peser lourdement. Si j'avais été la femme qu'il croyait encore que j'étais, ces mots m'auraient brisé. Ils m'auraient renvoyé dans la honte, dans la dissimulation, dans le silence. Mais cette Claudette était morte il y a longtemps. J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille, mes lèvres se crispant non pas en un sanglot, mais en un rire. Un rire calme et régulier qui portait plus d'acier que de chagrin. Je serai là, dis-je simplement. Puis j'ai raccroché. À cet instant, je savais exactement ce que Damien avait fait. Il m'avait donné ma scène. Pendant des années, j'avais bâti en silence, j'avais grandi dans l'ombre, sans jamais étaler le pouvoir et la richesse que j'avais accumulés. J'avais rêvé du jour où il me verrait, non pas parce que je voulais son approbation, mais parce que je voulais que les mensonges cessent. Et maintenant, en essayant de me déshonorer, il avait orchestré ma grande entrée. Je me suis assise sur ma chaise, regardant la ligne d'horizon de la ville au-delà de ma fenêtre. Mon reflet me regardait, non pas celui d'une femme écrasée, mais de celle qui avait été aiguisée par le feu. Damien pensait qu'il allait m'enterrer une fois de plus. Au lieu de cela, il avait invoqué le fantôme du passé qu'il ne pourrait jamais tuer. Ce jour-là, j'ai cessé d'être la femme misérable. Ce jour-là, je suis devenu quelque chose de beaucoup plus dangereux, une mère qui n'avait plus rien à perdre et tout à prouver. Pour comprendre pourquoi mon fils a craché les mots femme misérable comme du venin, vous devez marcher avec moi dans les années où ce nom a pris racine pour la première fois. Je n'ai pas toujours été la Claudette Jones qui dirige les conseils d'administration et sort des Rolls-Royce. Autrefois, j'étais juste Claudette, la fille du mauvais côté de la ville qui croyait qu'épouser Howard Jones signifiait que mes jours difficiles étaient derrière moi. Howard venait d'une famille qui se pensait meilleure que la plupart. Ses parents dirigeaient une petite entreprise de camionnage, suffisamment respectable pour leur donner des héritiers, et ils ne me laissaient jamais oublier que j'étais une étrangère. À notre mariage, sa mère a murmuré à sa sœur assez fort pour que je l'entende, elle n'a pas sa place dans cette famille. Je l'ai ignoré à l'époque, aveuglé par l'amour que je pensais avoir. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ces murmures deviendraient des cris, et ces cris la ruine de mon nom. Quand Damien est né, j'ai mis tout mon être dans la maternité. Je n'étais pas parfaite, mais j'étais présente. Je veillais pendant ses fièvres, raccommodais ses jeans quand il se déchirait aux genoux, et faisais des petits boulots pour qu'il y ait à manger sur la table quand les heures de Howard étaient réduites. Mais aux yeux de la famille de Howard, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils me voyaient comme un fardeau, une femme qui entraînait leur fils vers le bas. Le point de rupture est survenu lors de l'effondrement financier de la petite entreprise de Howard.
Il avait emprunté de l'argent dans des conditions douteuses et avait négligé la comptabilité. Lorsque les autorités sont venues frapper à la porte, la famille de Howard a agi rapidement. Ils m'ont dépeinte comme celle qui était à l'origine du désordre. J'ai été accusé d'avoir signé des papiers que je n'avais jamais touchés, d'avoir pris de l'argent que je n'avais jamais vu. Howard, l'homme en qui j'avais autrefois eu confiance, est resté silencieux pendant que sa famille tournait le couteau. Il ne m'a pas défendu. Il ne les a pas arrêtés. Il m'a laissé être le bouc émissaire. Je n'oublierai jamais le jour où ils m'ont emmené menotter. Damien n'était qu'un petit garçon alors, agrippé au cadre de la porte, criant mon nom. J'ai crié son nom jusqu'à ce que ma voix se brise. Mais la mère de Howard l'a tiré en arrière, protégeant ses oreilles comme si j'étais du poison. À ce moment-là, je n'étais plus Claudette, la mère, Claudette, la femme. J'étais la femme misérable qu'il voulait voir partir. Le tribunal n'était qu'une formalité. Leurs relations, leurs mensonges et le silence de Howard ont scellé mon destin. J'ai été condamné, et d'un coup de marteau, tout ce que j'aimais m'a été enlevé. Damien a été entièrement confié à la garde de Howard. Je suis devenu un fantôme dans la vie de mon propre fils, un nom craché comme de la saleté chaque fois qu'il demandait pourquoi sa mère n'était pas là. La prison était une cage, mais la plus grande prison était de savoir que mon fils était élevé pour me haïr. La famille de Howard lui a dit que j'avais choisi la disgrâce plutôt que lui, que je me souciais plus des stratagèmes que d'être sa mère. Le pire, c'est que Damien l'a cru. Les lettres que j'ai envoyées ne lui sont jamais parvenues. Les appels sont restés sans réponse. Les fêtes sont venues et reparties en silence. Et chaque année qui passait, les mots « femme misérable » se durcissaient autour de moi comme une marque brûlée sur ma peau. J'ai porté cette humiliation chaque jour passé derrière les barreaux. Ce n'était pas seulement les barreaux qui me retenaient. C'était la honte d'être effacé de la vie de mon fils, de mon mariage, de ma communauté. J'avais été dépouillé de ma dignité, de ma réputation, de la maternité elle-même. Et pendant des années, j'ai pensé que je ne trouverais peut-être jamais le chemin du retour. Mais même quand il m'appelait misérable, je me suis accroché à une vérité au plus profond de mon âme, que l'histoire n'était pas terminée. Qu'un jour, la même famille qui a ri quand j'ai été emmené verrait que Claudette Jones n'avait pas dit son dernier mot. Et ce jour viendrait. Ce qui faisait plus mal que le bruit des portes qui claquent, c'était le silence du monde extérieur. Les premiers mois, je m'accrochais à l'espoir que Damien puisse se souvenir de moi, que Howard puisse au moins le laisser m'envoyer un dessin au crayon ou une lettre avec des mots tordus. La fête des mères est arrivée ce premier printemps, et j'ai attendu comme une folle. J'ai demandé aux gardes 3 fois si le courrier était arrivé. Rien. Je me suis dit qu'il était trop tôt. L'année suivante est arrivée, et encore, rien. À la 3e fête des mères, j'ai arrêté de demander. J'ai appris à garder un visage impassible pendant que d'autres femmes pleuraient sur des cartes et des photos de leurs enfants. Je n'avais ni carte, ni appel, ni visite. Mon fils avait été élevé à penser que je n'existais pas. J'ai essayé de le joindre. J'ai écrit des lettres avec des mains tremblantes, déversant mon cœur sur le papier, lui racontant des histoires de quand il était petit, à quel point je l'aimais plus que la vie elle-même. La plupart de ces lettres n'ont jamais quitté la salle du courrier. La famille de Howard s'en est assurée. Les rares qui l'ont fait ont probablement été interceptés. J'imaginais les yeux de Damien parcourir mes mots puis se détourner avec dégoût parce que c'était ce qu'on lui avait appris à ressentir. Chaque bribe de nouvelles que j'obtenais de lui venait de seconde main par des femmes dont les sœurs ou les cousines vivaient dans le même quartier que la famille de Howard. J'ai appris qu'il excellait à l'école, qu'il jouait au basket, qu'il avait un sourire comme le mien, bien qu'il ne le sache pas. J'ai appris qu'il appelait une autre femme maman. Chaque histoire était un poignard et une bombe à la fois. J'étais contente qu'il s'épanouisse. Mais chaque mot me rappelait que je n'en faisais pas partie. Les années de prison vous usent. Vous apprenez à vous battre pour le respect avec des femmes qui ont tout perdu. Et vous apprenez à dormir avec une oreille ouverte. J'ai vu des femmes s'effondrer sous le poids du temps. Certaines se sont engourdies avec de la contrebande. D'autres se sont fait des entailles sur les bras juste pour se sentir vivantes. Je n'avais rien d'autre que mes souvenirs et ma rage. Rage contre Howard pour sa trahison. Rage contre sa famille pour m'avoir dépeinte en méchante. Rage contre Damien pour les avoir crus. Cette rage est devenue mon carburant. Il y a des nuits où je m'allongeais sur mon lit, fixant le plafond fissuré,
rejouant le moment où Damian se tenait dans l'embrasure de la porte, pleurant tandis qu'il m'entraînait. Dans mon esprit, je criais plus fort, je me battais plus fort, je me libérais et je courais vers lui. Mais la mémoire est une geôlière cruelle. Elle vous maintient piégé dans le moment où vous avez échoué. Et j'avais échoué, du moins à ses yeux. L'aliénation n'est pas seulement une distance. C'est un mur construit brique par brique, mensonge par mensonge, silence par silence. Au moment où ma peine a pris fin, ce mur entre Damian et moi me semblait plus haut que n'importe quelle porte de prison. Je suis sorti avec rien d'autre que les vêtements sur mon dos et un cœur qui avait appris à n'attendre plus rien de lui. Pourtant, quelque part au fond de moi, un vœu silencieux vivait. Il m'avait appelé la femme misérable, m'avait effacé de la vie de mon fils et m'avait laissé pour morte. Mais j'ai juré que la prison ne serait pas le chapitre final. Si le monde refusait de m'envoyer des cartes et des appels, alors un jour j'écrirais ma propre histoire, de retour dans l'existence. Et je le ferais d'une manière qu'aucun d'entre eux ne pourrait ignorer. Le jour où je suis sorti de prison, le ciel me semblait plus vaste que jamais. L'air était vif, presque doux. J'aurais dû me sentir libre. Mais la liberté ne signifie pas grand-chose quand on entre dans le monde avec rien d'autre qu'un sac en plastique de vêtements fournis par l'État et un casier judiciaire qui crie le criminel. Howard n'est pas venu. Damian n'est pas venu. Personne n'attendait à ses portes. Je suis resté là, seul, le gravier crissant sous mes chaussures, sachant que je n'avais pas de maison, pas d'argent, pas de famille sur qui m'appuyer. L'État m'a donné un ticket de bus et $40. C'était le prix de ma liberté. J'ai loué un lit dans un foyer de réinsertion où les murs étaient minces et les règles plus strictes qu'en prison. Chaque matin, je partais avec une liste d'adresses, à la recherche de travail. J'ai vite appris comment les gens vous regardaient quand vous écriviez votre passé sur une demande. Avez-vous déjà été condamné pour un crime? Cochez. Oui. Et regardez le sourire du gérant disparaître. Alors, j'ai pris ce que je pouvais. J'ai nettoyé les toilettes dans des motels où les clients ne me regardaient jamais dans les yeux. J'ai fait des hamburgers dans des restaurants jusqu'à ce que mon dos me fasse mal à force de rester debout. J'ai nettoyé des bureaux après les heures de travail, poussant une serpillière dans de longs couloirs, fredonnant pour ne pas être englouti par le silence. Ce n'était pas digne, mais c'était la survie. La nuit, pendant que les jeunes femmes du foyer de réinsertion perdaient leur temps à courir après des hommes ou à boire de l'alcool bon marché, je m'asseyais sous la lumière d'une lampe de bibliothèque. Je lisais des livres sur la finance, l'immobilier, l'entrepreneuriat, tout ce qui pouvait me montrer un moyen de sortir de cette routine. Je prenais des notes à la main, mémorisais des termes que je comprenais à peine, et me disais que la connaissance était la seule monnaie qu'il ne pouvait pas me prendre. Le monde ne me laissait pas oublier qui j'avais été. À l'arrêt de bus, j'entendais des voisins chuchoter quand ils me reconnaissaient. À l'épicerie, une caissière murmurait, c'est elle, sous son souffle. Pour eux, j'étais toujours la femme misérable qui était allée en prison, la mère qui avait abandonné son enfant. La honte me suivait comme une ombre, mais je refusais de la laisser m'étouffer. J'ai économisé chaque sou que je pouvais. J'ai arrêté d'acheter du café, j'ai marché au lieu de prendre le bus, j'ai porté les mêmes 3 chemises jusqu'à ce que les coutures s'effilochent. Lentement, j'ai rassemblé un petit pécule. Quand j'ai finalement quitté le foyer de réinsertion pour un appartement d'une pièce, j'ai pleuré, non pas de joie, mais de la dignité tranquille de tourner la clé dans une porte qui était la mienne. Il y a eu des nuits où j'ai voulu abandonner, quand le poids de la solitude me pressait si fort la poitrine que je pensais que j'allais me briser. Mais chaque fois je me suis rappelé, ils m'ont laissé pour morte. Si j'abandonne maintenant, ils gagnent. Si je me lève, même si personne ne le voit encore, je serai la preuve qu'ils ne m'avaient pas détruite. C'est pendant ces années silencieuses et laborieuses que j'ai recommencé à rêver. Je ne savais pas encore comment je construirais quelque chose de durable, mais le feu était revenu. Je me suis dit que la survie n'était que la première étape. Un jour, la survie se transformerait en succès. Et le succès, quand il viendrait, ne serait pas caché dans l'ombre pour toujours. J'étais toujours sans un sou, toujours stigmatisé, toujours brisé à certains égards. Mais brique par brique, je posais les fondations de la vie qui deviendrait un jour ma vengeance. Cela a commencé par une conversation fortuite dans une salle de pause. Je nettoyais des bureaux le soir, poussant une serpillière sur des sols en marbre pendant que des cadres riaient de vacances dont je ne pouvais même pas rêver. Une nuit, j'ai surpris 2 jeunes assistants en train de parler.
Ils ne se vantaient pas de voyage ou de promotion. Ils parlaient de louer leurs appartements sur une nouvelle plateforme appelée Airbnb. J'ai gagné assez en un week-end pour couvrir la moitié de mon loyer, a dit l'un d'eux. J'ai figé au milieu du nettoyage en écoutant. La moitié d'un chèque de loyer en un week-end. Pour moi, c'était plus d'une semaine de salaire. Cette nuit-là, je suis rentré dans mon appartement d'une pièce et j'ai cherché sur l'ordinateur de la bibliothèque. L'idée était simple, lister une chambre, accueillir des voyageurs et gagner de l'argent. Cela semblait impossible, trop beau pour être vrai. Qui voudrait rester dans mon petit appartement courant d'air? Mais le désespoir et la curiosité sont cousins, et j'ai décidé d'essayer. J'ai emprunté l'appareil photo d'un ami, nettoyé ma place jusqu'à ce qu'elle brille, et publié une annonce avec des photos qui rendaient mon petit appartement simple presque charmant. Je l'ai mis à bas prix, pensant que personne ne mordrait. À ma grande surprise, en quelques jours, j'ai eu ma première réservation, un couple de passage en ville. Ils m'ont donné de l'argent, ont dormi dans le même lit que j'avais fait avec des mains tremblantes, et m'ont laissé un avis élogieux. Ce week-end a tout changé. À partir de ce moment-là, j'ai vu mon appartement non pas comme une boîte dans laquelle je survivais, mais comme un atout. J'ai réaménagé les meubles, peint les murs, ajouté des décorations d'occasion. J'ai fouillé dans les friperies, et j'ai vu de plus en plus de réservations arriver. L'argent a coulé d'abord goutte à goutte, puis a commencé à couler à flot. J'ai cessé de dépenser pour autre chose que les nécessités. Chaque dollar que je gagnais grâce à l'hébergement, je l'épargnais et le réinvestissais. Quand mon bail a pris fin, je ne l'ai pas renouvelé. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres à la place. J'ai vécu dans la plus petite chambre et j'ai loué la plus grande à plein temps. Mes voisins pensaient que j'étais folle de laisser des étrangers rester, mais je voyais ce qu'ils ne voyaient pas. Chaque étranger était un pas de plus vers la liberté. J'ai travaillé plus dur que jamais dans ma vie. Je travaillais mes journées, j'hébergeais la nuit, je nettoyais entre les invités et je gérais les réservations sur les ordinateurs de la bibliothèque. J'ai appris des astuces photographiques pour faire paraître les chambres plus grandes, j'ai étudié l'hospitalité pour maintenir des critiques élevées et je me suis tellement épuisé que je dormais à peine. Mes mains étaient à vif à force de frotter les sols. Mon dos me faisait mal à force de transporter des meubles. Mais chaque fois que le paiement arrivait, je sentais le vent tourner. En moins de 2 ans, j'avais économisé suffisamment pour louer une petite maison, l'aménageant pièce par pièce et la mettant en ligne. Cette maison s'est remplie, puis une autre. Bientôt, je ne me contentais plus de survivre grâce à Airbnb. Je construisais quelque chose. Mes sous étaient devenus des milliers. Pour la première fois depuis la prison, je me sentais puissante. Je n'attendais plus la permission de personne. Je ne me souciais plus de qui chuchotait quand je passais. Chaque réservation, chaque commentaire élogieux, chaque mois de profit régulier était la preuve que la femme misérable n'était plus misérable. Je ne l'ai pas dit à Howard. Je ne l'ai pas dit à Damian. Pour eux, j'étais toujours invisible, toujours effacé. Et ça me convenait très bien. Je voulais grandir en silence. Je voulais m'élever dans l'ombre jusqu'au jour où ils me verraient. Non pas parce que je les poursuivais, mais parce qu'ils ne pouvaient plus m'ignorer. Ce jour était encore lointain, mais pour la première fois depuis des années, je le sentais se rapprocher. J'avais ouvert une porte vers une nouvelle vie, et rien, ni la honte, ni la fatigue, ni les cicatrices du passé, n'allaient m'empêcher de la franchir. Le temps passe vite quand on est absorbé par la construction. Une propriété est devenue 2, 2 sont devenus 4. Avant que je m'en rende compte, je jonglais avec des annonces dans 3 quartiers différents, puis dans 2 États. Ce qui avait commencé comme un pari sur un appartement d'une pièce s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, un empire que je contrôlais en silence. J'ai vite appris qu'en affaires, la visibilité peut être dangereuse. Une femme comme moi, une femme noire avec un casier judiciaire, n'était pas censée réussir dans l'immobilier. Les banques me refusaient. Les investisseurs riaient, et les concurrents me sous-estimaient. C'était très bien. Leur doute était ma couverture. J'ai tout construit sous le radar, utilisant des SARL et les noms de partenaires de confiance là où j'en avais besoin, m'assurant que lorsque les gens cherchaient Claudette Jones, tout ce qu'ils voyaient était le fantôme d'une femme qu'ils avaient autrefois appelée misérable. Derrière le rideau, bien que j'orchestrais chaque mouvement, je réinvestissais chaque dollar, achetant des maisons délabrées que d'autres négligeaient, les transformant en locations qui attiraient les voyageurs.
J'ai appris les cycles du marché, maîtrisé les lois de zonage et établi discrètement des relations avec des entrepreneurs qui respectaient ma discipline. Je n'ai jamais étalé ce que j'avais. Je n'en avais pas besoin. À 50 ans et quelques, je détenais des actes de propriété dans des villes où la famille de Howard n'avait jamais mis les pieds, Chicago, Charlotte, Houston, un portefeuille grandissant qui s'étendait plus loin que quiconque ne pouvait le deviner. Mon calendrier était rempli de rénovations, d'ouvertures et de réservations. Pourtant, pas un mot de tout cela n'a atteint Damian. Pour lui, j'étais toujours un fantôme. Et c'est exactement comme cela que je le voulais. Je gardais mon cercle restreint. Tante Louisa connaissait des bribes de la vérité, assez pour me rappeler que je n'étais pas folle de rêver aussi grand que je le faisais. Un partenaire commercial de confiance s'occupait des papiers lorsque mon nom pouvait attirer les soupçons. Au-delà de cela, je restais silencieuse. Pas de réseaux sociaux, pas d'apparition publique. J'ai refusé toutes les offres qui auraient pu mettre mon visage sur un site web ou dans un magazine. La reconnaissance était une tentation que je ne pouvais pas me permettre. Pourquoi ? Parce que le pouvoir a un goût plus doux quand il est révélé au bon moment. Si Howard ou Damian avaient eu vent de mon ascension, ils l'auraient transformé en quelque chose de laid, comme ils l'avaient toujours fait. Je n'étais pas prête pour qu'ils sachent. Pas encore. Au lieu de cela, je travaillais. Je traversais des quartiers où des enfants jouaient sur des trottoirs fissurés et je voyais des opportunités dans chaque fenêtre barricadée. Je négociais des accords autour de tables de cuisine avec des familles désespérées de vendre. Je mettais l'effort quand je devais. Et quand je ne pouvais pas, je payais bien les gens pour faire le travail. Ma réputation parmi les entrepreneurs était discrète mais solide. J'étais la femme qui payait à temps, ne se plaignait jamais et tenait parole. L'argent a augmenté. Ce qui était autrefois des centimes est devenu des milliers, puis des dizaines de milliers. Au moment où j'ai eu 60 ans, je pouvais entrer dans n'importe quelle concession et pointer la voiture la plus brillante du lot. Je pouvais acheter des bijoux qui scintillaient plus fort que les lustres de la maison de la famille de Howard. Mais je ne l'ai pas fait. Je vivais modestement, du moins en apparence, parce que ce n'était pas une question d'ostentation. C'était une question de préparation. Même dans la richesse, Damian me hantait. Je pouvais entrer dans le plus bel hôtel, vêtu de vêtements qui coûtaient plus que ce que je gagnais autrefois en un mois, et retenir mon souffle à la vue d'un étranger qui lui ressemblait. Une inclinaison de la tête, une forme de mâchoire, une voix de l'autre côté de la pièce. Soudain, j'étais de retour dans cette porte, le regardant pleurer alors qu'il m'entraînait menotter. Je me disais que j'avais tourné la page, que mon silence, mon empire, mon confort était une preuve suffisante que je n'avais plus besoin de sa reconnaissance. Mais le sang a une façon de vous tirer, même quand il est empoisonné. J'ai engagé discrètement des gens pour me tenir informé. Je savais où il vivait. Je savais de quelle université il était diplômé, l'entreprise où il avait bâti sa carrière, le type de voiture qu'il conduisait. Je savais même le genre de femme qu'il fréquentait avant de s'installer avec Vanessa. Parfois, je passais lentement devant son quartier pour voir les lumières allumées dans ses fenêtres. Je n'ai jamais frappé, jamais appelé. Je me contentais de regarder depuis la sécurité de ma voiture, me demandant s'il me haïssait autant que je le craignais, ou pire, s'il ne pensait pas du tout à moi. C'est alors que la voix de tante Lou résonnait à mon oreille. Elle était la seule à ne jamais douter de moi, la seule à voir plus que les gros titres et les murmures. Louisa était plus âgée que moi, au franc-parler, mais au cœur tendre, et elle avait vécu assez longtemps pour comprendre le poison de l'attachement. Ma chérie, me dit-elle un jour alors que nous étions assises dans sa cuisine, sirotant du thé. Tu as porté Damian dans ton cœur si longtemps que tu as oublié ce que ça fait de marcher libre de lui. Tu as construit tout ça, elle désigna les documents du portefeuille que j'avais empilé sur sa table, et pourtant tu es toujours enchaîné à un garçon qui ne dit même pas ton nom. Je voulais discuter. Je voulais lui dire qu'une mère ne lâche jamais prise. Qu'aucune somme d'argent ne pouvait remplacer la douleur d'être effacée. Mais la vérité était dans ses yeux. J'avais transformé mon silence en succès, mais je ne l'avais pas transformé en paix. Elle me serra la main et se pencha plus près. S'il veut croire au mensonge, laisse-le faire. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Claudette, tu l'as déjà prouvé. J'ai hoché la tête, mais je ne l'ai pas cru. Pas alors. Parce que chaque nuit, quand je fermais les yeux, je voyais Damian à l'hôtel d'un futur auquel je n'avais pas été invité. Je le voyais debout,
entouré de gens qui croyaient que je n'étais rien. Et dans ces visions, je ne pleurais plus. J'entrais dans cette pièce, dans cette vie, et je regardais chaque mensonge se défaire. Tante Louisa m'exhortait à lâcher prise, à trouver la paix dans ce que j'avais bâti. Mais le fantôme de Damian était partout. Il était dans les visages des étrangers, dans les rires des enfants qui passaient, dans le silence qui pesait lourd les jours de la fête des mères. Il était dans les questions que je me posais dans le noir. Me haïssait-il? Est-ce qu'il me manquait parfois? Se demandait-il jamais si l'histoire qu'on lui avait racontée était la vérité? Je ne savais pas. Et peut-être que je ne voulais pas le savoir parce que j'avais commencé à réaliser quelque chose. Les fantômes ne vous hantent pas seulement, ils vous poussent. Et le fantôme de Damian me poussait vers un règlement de compte qu'aucun de nous ne pouvait éviter. L'appel de Damian ne m'a jamais quitté. Sa voix, empreinte de mépris, n'était pas un pont tendant vers la réconciliation. C'était un appât. Il me voulait comme un spectacle, une histoire édifiante vivante qu'il pourrait parader à son mariage. Dans son esprit, j'étais toujours la femme misérable, en haillons et pitoyable, traînée de l'ombre vers la lumière, afin que ses invités puissent rire et le plaindre d'avoir survécu à moi. Mais je n'étais pas la même Claudette qu'il pensait se souvenir. Il voulait que je joue le rôle de la disgrâce. Au lieu de cela, j'ai décidé de faire de sa scène la mienne. J'ai commencé à me préparer, non pas avec des mains tremblantes, mais avec la précision d'un général planifiant une campagne. Le premier appel que j'ai fait fut à mon chef de la sécurité, un homme dont la seule présence silencieuse pouvait faire taire une pièce. J'ai besoin de 2 de vos meilleurs, lui ai-je dit, discret, raffiné et inébranlable. Il n'a pas demandé pourquoi. Il me connaissait assez bien pour comprendre que quand j'appelais, ce n'était pas par vanité. C'était par stratégie. Ensuite, vint la voiture. Pas n'importe quelle voiture. J'ai commandé une Rolls-Royce Ghost, élégante et argentée, le genre de machine qui glissait plus qu'elle ne roulait. Il ne s'agissait pas de frimer. Il s'agissait de symbolisme. J'étais le fantôme du passé de Damian, revenant sous une forme qu'il ne pouvait ignorer, hantant les mensonges sur lesquels il avait bâti sa vie. Puis vint la tenue. J'ai rendu visite à un tailleur privé, un qui mesurait non seulement mon corps, mais ma posture, ma démarche, ma présence. J'ai choisi un tailleur pantalon en bleu marine profond avec des lignes si nettes qu'elles semblaient pouvoir couper. Une paire de talons qui ajoutait de la hauteur sans compromettre l'équilibre. Un collier de perles, discret mais indubitable. Tout dans le look disait, je ne suis pas la femme que vous pensiez avoir enterrée. De retour à la maison, j'ai ouvert un tiroir que je touchais rarement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte, usée sur les bords. À l'intérieur de cette boîte gisait une photographie fanée de Damian enfant, 5 ans, sa main enroulée autour de la mienne, son sourire large et sans retenue. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. J'ai tracé les bords de la photo avec mon doigt, me souvenant du son de son rire avant que le monde ne le retourne contre moi. Mais ensuite, j'ai remis la photo dans la boîte et l'ai verrouillée. C'était mon signal. L'amour m'avait porté jusqu'ici. Mais l'amour seul ne pouvait pas tenir sur cette scène. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de la résolution. Tout était prêt. Les gardes du corps, la ghost, la tenue, le plan. Damian pensait que je me montrerais brisé. Au lieu de cela, j'arriverais comme une preuve de survie. Vêtu de l'armure de mon triomphe. Il voulait une femme misérable. Ce qu'il verrait, c'était le règlement de ses propres choix. La guerre avait été déclarée, et j'étais prête au combat. Le jour du mariage, le ciel était clair, l'air presque trop calme, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Ma Rolls-Royce Ghost ronronnait sous moi comme un secret que j'avais gardé pendant des décennies, prêt à être révélé. Alors que nous tournions sur la longue allée menant au lieu, je pouvais déjà voir les groupes d'invités scintillant dans des robes de soie et des costumes impeccables, sirotant du champagne comme si leur rire pouvait couvrir les fissures de leur vie. Le doux grognement du moteur attira les têtes avant même que la voiture ne s'arrête. La calandre chromée captait le soleil, aveuglante, imposante. Des murmures traversèrent la foule comme le vent dans les hautes herbes. Qui était arrivé dans une ghost? Quel dignitaire? Quel magnate? Il ne m'attendait pas. Pas moi. La voiture s'immobilisa devant l'entrée. Mon chauffeur ouvrit la portière, et l'un de mes gardes du corps sortit le premier, grand, large, et vêtu d'un costume noir qui semblait taillé dans la pierre.
Un autre suivit, balayant la foule d'un regard qui fit taire même les invités les plus curieux. Puis, lentement, je sortis. L'air changea. J'avais choisi un tailleur pantalon bleu marine parfaitement ajusté, avec des talons qui claquaient sur le pavé comme un métronome du pouvoir. Des perles reposaient à mon cou, simples mais indubitables, chaque éclat rappelant que je n'étais plus l'ombre de personne. Je tenais le menton haut, le dos droit, et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas la femme qu'on avait traînée menottée. J'étais la femme qui avait survécu. Un murmure collectif parcourut la foule. La famille de la mariée, ne sachant pas qui j'étais, sourit poliment, supposant que j'étais une invitée distinguée. Mais de l'autre côté, les visages commencèrent à pâlir. Des halètements se répandirent lorsque la reconnaissance se fit jour. Je saisis le souffle court et vif de Howard, son visage rougi d'un rouge soudain et laid, sa bouche s'ouvrant comme s'il avait vu un fantôme. Et puis il y avait Damian. Il se tourna, ses yeux se posant sur moi, et à cet instant, le sang se vida de son visage. Le sourire narquois qu'il avait porté toute la matinée disparut. Ses genoux semblèrent fléchir sous lui, sa main s'agrippant au dossier d'une chaise comme si la terre elle-même avait basculé. Il ne s'attendait pas à cela. Il s'attendait à une femme en haillons, la honte dans les yeux, non pas la mère qu'il avait effacée, apparaissant dans toute sa gloire. J'avançai lentement, délibérément, laissant chaque pas résonner. Mes gardes du corps me flanquaient, mais ce n'était pas leur présence qui maintenait le silence de la foule. C'était la mienne. Je regardai Damian, et pendant un instant, je vis l'enfant qu'il avait été autrefois, l'enfant qui s'agrippait à l'encadrement de la porte, pleurant pour moi. Puis ce fut parti, remplacé par l'homme qui m'avait appelé pour m'humilier. Je ne rompis pas le contact visuel en franchissant le seuil de ce lieu. La musique faiblit, les rires s'éteignirent, et tout ce qui restait fut le son de mes talons sur la pierre. La femme misérable était arrivée, non pas dans la honte, mais dans le triomphe. Et à ce moment-là, la scène parfaite de Damian commença à s'effondrer sous lui. Au moment où les yeux de Damian se sont posés sur moi, son corps l'a trahi. Sa main a serré le dossier d'une chaise si fort que ses phalanges sont devenues blanches. Et pendant un battement de cœur, j'ai cru qu'il allait s'effondrer complètement. Son costume soigneusement repassé, son sourire soigné, sa performance de contrôle, tout cela s'est brisé en un instant. Le fils qui avait autrefois juré de me déshonorer était maintenant celui qui s'effondrait devant une foule. Le choc s'est propagé comme une onde dans l'eau. Les invités se sont penchés, chuchotant, leurs visages d'abord perplexes, puis stupéfaits. Certains m'ont reconnu immédiatement, la bouche ouverte comme si un fantôme était vraiment entré dans la pièce. D'autres, peu familiers avec l'histoire, regardaient d'un côté à l'autre, la confusion écrite sur leurs visages, essayant de comprendre pourquoi le visage du marié s'était vidé de son sang et pourquoi les lèvres de son père s'étaient tordues en une grimace. Le halètement de Howard avait été assez fort pour percer la musique, et quand j'ai croisé son regard, les années se sont effacées. Il avait l'air plus vieux, plus lourd, mais l'arrogance était toujours là. Seulement maintenant, la peur l'abordait. Il s'attendait à ce que je reste enterré dans le silence, n'osant plus jamais montrer mon visage. Me voir entrer la tête haute était un règlement de compte auquel il n'aurait pu se préparer. Je passai devant les 200 sourcillés, mes talons stables sur le sol de pierre. Je tournai plutôt mon regard vers la mariée. Vanessa King, radieuse en blanc, les yeux pleins d'espoir et d'incertitude, me fixait comme si elle essayait de résoudre une énigme en temps réel. Je m'arrêtai devant elle, lui tendis la main, et souris avec la chaleur d'une femme qui ne portait aucune honte. « Félicitations, dis-je calmement. Je suis Claudette Jones, la mère de Damian. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel quatuor à cordes aurait pu jouer. Des vers s'immobilisèrent à mi-chemin des lèvres. Des fourchettes se suspendirent dans les airs. Tous les regards allaient et venaient entre moi et Damian, entre mon calme introduction et sa composition qui s'effilochait. Vanessa cligna des yeux, prise au dépourvu. Dans toute sa planification, elle n'avait clairement pas été préparée à cette entrée. Sa poignée de main fut hésitante alors qu'elle posait sa main dans la mienne, sa voix douce. Je ne savais pas que vous seriez là. Damian bougea, sa bouche s'ouvrant et se refermant, aucun mot ne le trouvant. C'était son jour parfait, sa scène soigneusement chorégraphiée. Pourtant, j'étais là, pas brisée, pas suppliante, pas cachée, mais debout, me présentant comme si j'appartenais à cet endroit. Parce que c'était le cas. Je n'avais pas besoin d'élever la voix.
Je n'avais pas besoin de me battre. Ma seule présence suffisait. La femme qu'ils appelaient misérable était arrivée. Non pas en haillons, non pas dans la disgrâce, mais dans la gloire. Et tandis que Damian chancelait sous le poids de cette vérité, je savais que l'effondrement avait déjà commencé. La réception bourdonnait de murmures, du genre qui se glissait juste sous la musique, épais de spéculation. Partout où j'allais, je sentais des yeux me suivre, des invités tirant la manche de leur partenaire, chuchotant « c'est elle ». Je pouvais lire les questions sur leur visage. Pourquoi Damian tremblait-il? Pourquoi Howard avait-il pâli? Pourquoi cette femme, si longtemps ignorée, avait-elle l'air de posséder la pièce? Ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour une réponse. L'une des sœurs de Howard, enhardie par le vin et l'arrogance, a fait teinter son verre et a élevé la voix. Nous sommes si fiers de Damian, a-t-elle annoncé, souriant largement. Fier qu'il ait trouvé dans son cœur d'inviter sa mère. Il faut un homme spécial pour pardonner le passé, pour montrer une telle grâce. Les mots dégoulinaient de condescendance, destinés à me réduire à une pécheresse rampant pour des miettes de miséricorde. Quelques invités ont hoché la tête, incertains. D'autres m'ont regardé, curieux de voir si je me recroquevillerais. Je n'ai pas reculé. Je me suis levé. Lentement, délibérément, j'ai posé ma serviette sur la table et j'ai pris mon verre. La pièce est devenue silencieuse, le tintement des couverts s'est estompé dans le silence. Mes gardes du corps sont restés immobiles aux extrémités de la salle, mais je n'en avais pas besoin maintenant. Ma présence suffisait. J'ai levé mon verre haut. Un toast, ai-je dit, ma voix stable et claire. À mon fils Damian et à sa magnifique mariée, Vanessa, que votre union soit bénie. J'ai fait une pause, laissant la politesse planer dans l'air avant de la trancher comme une lame. Mais avant de boire, laissez-moi vous dire quelque chose de vrai. Tous les regards se fixèrent sur moi. Damian bougea sur son siège, la mâchoire serrée, la main tremblante contre sa cuisse. Howard regarda son assiette. J'ai été appelée la femme misérable, commençai-je. J'ai été dépeinte comme une mère qui a abandonné son enfant, qui a choisi la disgrâce plutôt que l'amour. Et pendant des années, j'ai porté ce nom en silence. Mais que les choses soient claires ce soir, je n'ai pas abandonné mon fils. J'ai été enlevé à lui. Des halètements éclatèrent dans la salle. Les yeux de Vanessa s'élargirent, cherchant le visage de Damian. Les parents de la mariée échangèrent des regards inquiets. J'ai été emmené menotter pendant que mon fils pleurait pour moi à l'entrée, continuai-je, ma voix inébranlable. Je posai le verre, ma main libre stable sur la table. J'ai traversé la prison. J'ai traversé la pauvreté. J'ai nettoyé des sols. J'ai eu faim. J'ai étudié à la lumière des bibliothèques. Et brique par brique, j'ai reconstruit une vie. Non dans la honte, mais dans la dignité. Non dans l'échec, mais dans le triomphe. Je n'ai pas rampé pour revenir. Je me suis élevé. Le silence était assourdissant. Même les serveurs se figèrent, plateau en main. Je regardai Damian directement, soutenant son regard pour qu'il ne puisse pas se détourner. On a raconté à mon fils que j'étais un rien, que j'étais indigne, que j'étais parti. Mais je me tiens ici maintenant non pour implorer le pardon, non pour chercher l'approbation, mais pour lui rappeler, à lui et à vous tous, que la vérité ne peut rester enterrée éternellement. Je levai mon verre une fois de plus. À Damian et Vanessa. Que vous bâtissiez votre mariage sur la vérité, non sur les mensonges, car les mensonges, aussi polis soient-ils, se fissurent toujours sous le poids du temps. Je bus lentement, et quand je baissai mon verre, les couloirs restèrent silencieux. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations forcées, juste le poids de la révélation pesant sur chaque invité jusqu'à ce que tout ce qu'on puisse entendre soit le battement de cœur de Damian alors qu'il bougeait sur sa chaise, enfin exposé. Le silence après mon toast était lourd, à en étouffer. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Damian explosa. Il se leva de sa chaise, sa voix craquant comme du verre. Tu penses que c'est ta scène? Tu penses que tu peux juste arriver ici et gâcher ma journée? Ces mots venaient vite, tranchants, désespérés. Tu as tout gâché. Tout. Son visage devint cramoisi, des veines saillantes dans son cou alors qu'il me pointait du doigt d'une main tremblante. Les invités se reculèrent sur leur siège, les yeux grands ouverts. La famille de Vanessa bougea inconfortablement, la mariée elle-même figée dans sa robe, fixant l'homme qu'elle venait d'épouser,
comme si elle le voyait pour la première fois. Je ne bougeais pas. Je n'élevais pas la voix. Je restais simplement assise, mon verre à la main, observant le fils qui pensait autrefois avoir du pouvoir sur moi s'effondrer devant tous ceux qu'il voulait impressionner. « Tu m'as quitté, rugit-il, sa voix brisée. Toi, tu m'as abandonné, et maintenant tu viens ici en agissant comme si tu étais meilleur que nous. Tu ne seras jamais plus que ce que tu as toujours été. Jamais. » Ces mots tombaient comme des pierres, lourds, dentelés, maladroits. Howard essaya de le faire taire, lui agrippant le bras, mais Damian le repoussa violemment. « Ne me touche pas. C'est de sa faute. Tout ça. Elle veut m'humilier le jour de mon mariage. » Plus il criait, plus il paraissait petit. Son masque de contrôle soigneusement poli avait disparu, remplacé par un homme acculé par la vérité. Il ne pouvait pas gérer sa rage. Cela ne m'a pas exposé. Cela l'a exposé lui. Je suis resté calme. Mon corps immobile, mon expression sereine. J'ai laissé la tempête faire rage à travers la salle pendant que je restais intouché. Une île dans le chaos. Le contraste était indéniable. La fureur de Damian était un feu, sauvage et destructeur. Mon calme était une pierre, immobile, indéniable. Et dans cette salle, tous les regards ont vu la différence. Les murmures reprirent, plus forts cette fois, non plus de la spéculation, mais du jugement. Les invités secouèrent la tête. Certains le plaignirent. D'autres me regardèrent avec un respect que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les parents de Vanessa évitèrent ses yeux tout court. Je pris une longue gorgée de mon verre. « Assieds-toi, Damian, dis-je doucement, ma voix assez calme pour percer ses cris. Tu ne fais que prouver ce que je savais déjà. » Les mots le frappèrent plus fort qu'aucun cri n'aurait pu le faire. Il chancela, la poitrine haletante, les yeux balayant la pièce, les visages tournés vers lui. Il comprit alors, la vérité. Il ne m'avait pas déshonoré. Il s'était déshonoré lui-même, et tout ce que j'avais fait, c'était dire la vérité. Après la tempête de la réception, je ne suis pas resté pour le gâteau, pour la danse, ni pour les discours qui ne signifiaient rien. Ma part était déjà faite. Pourtant, avant de partir, j'ai demandé un moment seul avec Damian. Nous nous sommes rencontrés dans une petite pièce latérale de la salle, loin des regards curieux des invités et des murmures qui remodelaient déjà l'histoire de la soirée. Il se tenait raide, la mâchoire serrée, les poings fermés. Le même garçon qui avait autrefois pleuré pour moi à la porte était maintenant un homme qui me regardait avec un mélange de fureur et de honte dans les yeux. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je me suis simplement tenu là, les perles à mon cou, la posture stable, et j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je ne te hais pas, Damian, commençai-je. Mais je ne t'aime plus non plus. Ce lien, celui qui nous unissait quand tu étais enfant, il est mort le jour où tu as choisi leur mensonge plutôt que la vérité. J'ai vécu avec mes choix. Maintenant, tu vivras avec les tiens. Il ouvrit la bouche pour parler, mais je levai une main, l'arrêtant. Tu peux m'appeler misérable. Tu peux cracher mon nom à quiconque voudra écouter. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est effacer ce que j'ai survécu. J'ai porté des chaînes. J'ai porté la honte. Et pourtant je me suis élevé. Quoi que tu portes maintenant, c'est ton affaire. Son visage vacilla, son corps tremblant comme s'il allait se briser là. Mais je n'ai ressenti aucune pitié. Plus maintenant. Je me suis tourné vers la porte, mes talons frappant le carrelage avec le même rythme calme qu'ils avaient eu lorsque je suis entré pour la première fois. Mes gardes du corps se sont rapprochés de chaque côté de moi, leur présence un mur entre moi et le passé qui m'avait autrefois dévoré. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Damian était déjà brisé, non pas par mes mains, mais par la vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Je suis sorti de ce lieu la tête haute, la soi-disant femme misérable partant non pas dans la disgrâce, mais dans le pouvoir. Derrière moi, Damian était laissé avec les morceaux de sa propre ruine. Quand je regarde en arrière sur ma vie, je vois des chaînes et des cages, des larmes et de l'humiliation. Mais je vois aussi une femme qui a refusé de rester enterrée. Ils m'ont appelé misérable. Ils ont effacé mon nom, m'ont dépouillé de ma dignité et ont appris à mon fils à me mépriser. Pendant des années, j'ai porté cette marque comme une cicatrice sur mon âme. Mais les cicatrices racontent des histoires, et la mienne en raconte une de survie.
Le succès est devenu ma vengeance. Chaque propriété que j'achetais, chaque transaction que je concluais, chaque clé qui tournait dans une nouvelle serrure était la preuve que je n'avais pas été détruite. Je n'avais pas besoin de panneaux publicitaires ou de gros titres. Mes victoires vivaient en silence jusqu'au jour où j'ai choisi de les révéler. Ce jour est arrivé au mariage de Damian, et avec lui, le règlement de compte que j'attendais. Je ne suis pas venu pour demander pardon. Je ne suis pas venu pour réparer ce qui était cassé depuis longtemps. Je suis venu pour montrer la vérité, que je n'avais pas abandonné mon fils. J'avais été enlevé à lui. Que je ne m'étais pas effondré sous la honte. J'avais reconstruit dans le pouvoir. Que je n'ai jamais été la femme misérable, bien qu'ils aient essayé de me le faire croire. Debout dans cette salle, regardant Damian s'effondrer sous le poids de sa propre haine, je n'ai ressenti ni joie, ni chagrin, seulement de la clarté. Les rôles avaient été inversés, non pas parce que je criais plus fort, mais parce que je me tenais plus grande. Ma dignité était mon arme, et elle coupait plus profondément que la rage ne pourrait jamais le faire. Je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas réconcilié. Certaines blessures ne guérissent pas. Et certains liens ne sont pas destinés à être réparés. Damian se souviendra de moi comme il le voudra. Peut-être comme la mère qui a gâché sa journée parfaite. Peut-être comme le fantôme qui a refusé de rester enterré. C'est son fardeau à porter. Mais la vérité est plus simple que tout cela, la femme misérable n'était plus misérable. Et c'est tout.